Bonjour et bienvenue dans le programme culturel de février. Alors si vous entendez ma voix sublime, juste pour remercier les personnes qui se sont inquiétées de mon absence de post ou de story sur Instagram, parce que bon, vous savez que je publie régulièrement, que ça soit ce que je fais ou des choses en story qui m'intéressent, ou de promouvoir mon roman quand on me fait des retours. Je dois avouer que depuis, le 10 février, j'ai replongé dans mon bronchite slash rhume slash je ne sais pas quoi slash truc d'hiver qui, après pratiquement un mois en décembre, début janvier, enfin presque mi-janvier, antibiocortisone, ventoline et trucs, je m'en étais sortie, j'étais contente, je me suis dit, ah chic, la dernière semaine de février, de janvier, début février, j'étais vachement bien, ça faisait 3 semaines que j'étais bien en forme, bien de retour, je me suis dit cool, ah bah pas cool, hein. Voilà, parce que bah pas cool. Retour de la bestiole, enfin de la bête là, qui m'a terrassé littéralement dans la semaine du 10 février, puisque en fait j'avais prévu des déplacements, 2 déplacements à Paris et voilà, j'en ai annulé un et il y en a un autre que j'ai fait partiellement, mais j'étais tellement malade que j'ai carrément avancé mon retour parce que je me sentais pas en forme physiquement. Je me suis dit je vais littéralement m'évanouir quelque part. Voilà, et après je suis restée clouée au lit littéralement pendant 3 jours. Alors pas des courbatures ou autre chose, hein, mais juste la toux parce que j'ai failli m'étouffer plusieurs fois. Bref, voilà, donc depuis cette période-là, je suis pas en forme des masses. Et franchement, alors heureusement, j'avais enregistré mes sagas chéries parce qu'en fait, c'était pas, ça posait pas de problème de temps, je pouvais le faire quand je voulais. Autant le programme culturel, c'est ce que j'ai vu en février, donc c'était un peu con de le faire avant. Et là, je dois vous avouer que je me traîne, littéralement. Alors, outre de faire ce que je fais, de la lecture. Je prends un temps fou. Un livre que je peux dégommer généralement en 2-3 jours parce que je lis le matin et le soir dans le bus et encore le soir avant de me coucher. En ce moment, j'ai un mal fou parce que je tombe comme une mouche à 20h, super, comme les vieux. Encore, je suis sûre que les vieux se couchent beaucoup plus tard que moi. Et que le matin, je prends un temps mais énorme à me préparer. Et que dans le bus, j'ai clairement pas la tête à lire. Et que le soir, je suis cassée en deux. Voilà. Donc j'ai vraiment ralenti mon rythme de lecture. Et je pense honnêtement que le point lecture, et je l'annonce, que le point lecture de février se fera largement début mars, parce qu'il est hors de question que je lise pas les livres que j'avais prévus, et puis parce que je suis exténuée, voilà. Donc le programme culturel, j'essaye de le faire, j'ai une voix un peu d'outre-tombe, si je prends une canne de tout, ce qui m'arrive régulièrement, et de toute façon vous l'entendez peut-être que je ne respire pas normalement, je vais prendre des respirations un peu saccadé. J'ai pas le choix, hein, voilà, super, décidément. Cette année, point de vue de la santé, c'est un peu compliqué. Alors tout le reste marche, hein, alors, d'habitude l'arthrose me fait chier, tout le reste me gonfle, les migraines, les machins, j'ai rien, voilà. Alors je touche du bois, hein, mais pour l'instant j'ai pas grand chose de ce niveau-là. Mais alors l'enfer sur terre pour le reste, quoi. Voilà. Donc honnêtement, c'est quelque chose qui me gonfle. Euh, et, c'est vraiment quand on crée, qu'on a besoin de faire plein de choses, etc. Pour moi, c'est compliqué. Donc la seule possibilité que j'ai, c'est de regarder des documentaires pas trop compliqués, hein. Il ne faut pas trop que ça soit trop compliqué. D'ailleurs, vous allez voir, si il y en a 2 plus ou moins. Alors j'ai eu la chance d'aller au ciné avant de tomber comme une mouche. Voilà. Donc j'ai vu 2 films, alors un au ciné, un sur une plateforme, et j'ai vu 2 séries dont je voulais parler. Alors j'en ai vu un peu plus, mais elles sont toutes en cours les autres, donc je vous dirai ce que je suis en train de regarder, because voilà, hein, because à mon avis, mon niveau actuel c'est véritablement, je pense, oui et nounours à la télé, quoi. Compliqué.
compliqué. Bon, bref, après cette longue introduction, comme vous le voyez à l'écran, voilà ce dont on va parler. Alors, le premier film que j'ai vu, donc en salle, c'est L'amour au présent. Alors, on est avec Helmut et Tobias qui vont voir leur vie bouleversée lorsque en fait ils vont se rencontrer de manière assez accidentelle et une romance évidemment va se mettre ensemble, mais voilà, il va arriver une grosse tuile à elle, et ce qui va faire ce film là, donc il s'appelle en français l'amour au présent, en anglais We Live in Time. Alors honnêtement, c'est absolument pas le genre de film que je vais voir au cinéma et que je regarde même pas sur les plateformes. Le seul véritable raison pour laquelle je suis allée le voir au cinéma, c'est parce qu'il y avait Andrew Garfield et que j'adore ce garçon, que je le trouve toujours fort juste, vraiment, et que quand il est dans un film ou dans une série, hein, je rappelle Sur l'ordre de Dieu, qui est une série absolument magnifique, je cours. Voilà, je me mets devant, je cherche même pas à savoir, ça peut être la bleuette la plus conne de la Terre, j'en ai rien à foutre, je le trouve magnifique. Il y a que quand il a fait Spider-Man, j'étais pas très très fan. De toute façon, je suis pas très fan de Spider-Man, donc déjà, voilà. Mais de toute façon, il fait partie des acteurs qui me font courir au cinéma. Alors, habituellement, honnêtement, je vous le dis tout de suite, je me méfie de ce genre de choses et de ce genre de films, parce que pour moi, la plupart du temps, ça rime avec des scènes cucul à praline, des dialogues creux, des trucs absolument cons. Mais sachant que quand même, à l'écran, vous aviez Andrew Garfield et Florence Pugh, même si je suis pas la plus grande fan de cette actrice, je me suis dit quand même, ils n'ont pas fait des imbécilités avant, donc on y va. Alors, honnêtement, c'est un très beau film. C'est une très belle histoire d'amour que la vie va faire vraiment bien tanguer au travers de grosses épreuves. Et comment ce jeune couple et ce couple va gérer ça. Voilà. Alors, honnêtement, ça m'a fait penser tout de suite à Love Story. Mais alors, vraiment, si vous l'avez déjà vu, voilà, tout de suite, le côté il tombe amoureux, elle tombe malade, vous voyez le truc, enfin c'est vraiment Love Story en gros, mais Love Story moderne, voilà, un Love Story dans les années 2020, et puis il y a cette alchimie entre les deux acteurs quand même qu'il faut pas oublier, c'est vraiment bien d'avoir ce genre de choses, parce que quelquefois vous avez des histoires d'amour qui sont très belles hein, sur l'écran, mais vous sentez pas le truc entre les deux acteurs. Là ouais, ça se sent. Alors comme je vous le disais, hein, je suis vraiment pas du tout une grande fan de Florence Pugh. Je la trouve très bonne actrice, attention, mais elle est un peu trop vulgaire pour moi. Enfin, elle fait vulgaire. Alors elle l'est pas, je pense, dans la réalité, hein, mais mon ressenti face à elle, c'est ça. Voilà. Mais c'est une très bonne actrice, ça y a pas à tortiller. Alors l'avantage c'est que le film n'est pas linéaire, et heureusement, parce que alors il aurait été linéaire, honnêtement je pense que j'en aurais pas parlé comme ça, mais c'est ce qui fait que ce qui m'a accroché et que ça m'a intéressé de continuer à voir alors déjà premièrement j'étais au cinéma, j'avais payé ma place, inutile de vous dire que je sors pas du cinéma même si c'est une daube, mais ça m'a intéressé de voir ce jeune couple rattrapé par la maladie et surtout par tous les questionnements sur la vie, sur leur couple, sur la vie à deux, mais avec deux entités différentes. Je rappelle que 1 et 1 ça fait 2, hein, ça fait pas 1. Généralement ça fait même 3. Voilà, le couple plus les deux entités. Comment faire, comment gérer, quoi faire, pourquoi ça nous tombe dessus, en fait, en gros. Et vraiment, il y a de nombreux allers-retours dans le passé, alors plus ou moins lointain d'ailleurs, et ces allers-retours passé-présent, c'est ce qui vraiment donne toute l'intensité de l'histoire, parce que ça aurait été linéaire, c'était un truc à tomber de la chaise, hein, sérieux. Après, ça permet aussi, dans ce genre de film, quand on sort, on se souvient en fait, bêtement, mais c'est la vérité, mais c'est enfoncer une porte ouverte, hein, Lisa, mais c'est aussi que la vie est souvent un espèce de patchwork d'émotions, que ça soit drôle, tragique, des choix, des engagements, des obligations,
des plaisirs, des douleurs, de la mort, enfin tout ce qu'une vie rassemble en fait en gros. Et c'est dans ce film-là, c'est bien représenté. Alors c'est vrai que le duo Garfield-Pugh est vraiment parfaitement juste. Vraiment, il montre qu'ils peuvent tout, lui surtout, qui peut absolument tout jouer, qui peut jouer du Ghostbuster jusqu'à un film un peu comme ça. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas besoin de grand chose pour montrer son talent à Andrew Garfield et Florence Pugh se montre pas mal dans la comédie dramatique. Voilà, donc ça peut-être lui ouvrir d'autres films, d'autres façons de faire. Moi, j'avoue que j'ai été touchée par l'histoire, voilà, que je vous recommande, mais après, c'est pas le plus grand film du monde, hein, ça restera pas dans les mémoires, contrairement à Love Story. Vous voyez, la bête, hein, mais voilà. Mais vraiment, c'est un très joli film. Autre film que j'ai vu, c'est sur la plateforme Netflix. Ça s'appelle Back to Action. Le réalisateur, je sais plus, le réalisateur du premier film, mais je ne l'ai pas noté. Mais celui-là, c'est de Seth Gordon. Alors, on est en fait avec deux agents qui ont démissionné de la CIA, qui vivent dans une petite banlieue tranquillou bilou, avec deux enfants qui vont être rattrapés par, malgré eux, parce que leur couverture va être démasquée, bêtement, et que tout le monde va leur tomber dessus. Alors, vraiment, honnêtement, je vous le dis tout de suite, l'intérêt du film réside vraiment pour deux choses. Les deux comédiens. Un qui revient de loin parce que Jamie Foxx a failli a eu un AVC, il aurait pu y rester, et l'autre Cameron Diaz qui a carrément déserté Hollywood et les films et la production pendant 10 ans pour élever ses gosses. Honnêtement, s'il n'y avait pas ces deux-là, je ne serais même pas allé voir ce genre de film. Voilà. Alors, le point de départ des deux agents, c'est-à-dire Emily et Matthew, qui sont deux agents de la CIA, qui forment un duo très efficace professionnellement. Ils fricotent un peu ensemble et lors d'une mission, en fait, Emily lui apprend qu'elle est enceinte. Et donc, il se passe quelque chose qui fait qu'ils vont avoir la possibilité de disparaître et de fonder leur famille. Donc, effectivement, ils vont refaire leur vie sous un nom d'emprunt, dans une petite vie ordinaire de banlieue, tout à fait ordinaire. Et ce, pendant 15 ans. Tranquille, pépère, ils lisent, ils vivent, ils travaillent, ils élèvent leurs gosses, ils vont voir les matchs, ils vont accompagner leurs enfants aux activités, rien de transcendant, jusqu'à ce que, effectivement, ces deux personnes, donc qui sont quand même maintenant plus trop jeunes, vont voir leur passé ressurgir, alors qu'ils sont, ils sont parents de deux ados très ingrats, mais très moqueurs surtout, ils se foutent de leur gueule, en fait, en gros, ils les traitent de has-been, hein, enfin de foutus, bon, foutus, c'est des vieux. Et on apprend qu'elle a travaillé pour le MI6 pendant des années, que l'inspecteur principal a toujours eu un faible pour elle, et on peut comprendre, c'est Cameron Diaz quand même, voilà, que c'était pas réciproque, hein, mais qu'il en a toujours gardé un espèce de souvenir nostalgique, et qu'il a toujours un faible pour elle, même si il est un peu dégoûté qu'elle soit mariée avec l'autre, hein, on est bien d'accord sur la question, mais tout ça fait que il va revenir. Alors au début, on a l'impression qu'il est un peu inquiétant parce qu'il a un côté un peu trouble qui embrouille. Et eux, depuis 15 ans, ils ont toujours le réflexe d'agents spéciaux, fédéraux, mais enfin bon, on va dire que ils sont un peu plus pépères, hein. Alors partant de ce postulat, le scénario est hyper classique en fait. C'est un croisement entre Mission Impossible et Monsieur et Madame Smith, avec un je ne sais quoi de comédie romantique, à la sauce assez anglo-saxonne. Comment vous expliquer ? En fait, entre deux rebondissements et les situations assez cocasses, parce que justement, notamment avec les deux ingrats là, d'ados, et leurs réflexions qui vont passer vraiment leurs parents pour des vieux croutons,
jusqu'à ce qu'en fait qu'ils réalisent que papa et maman, bah, c'est des tueurs dans leur métier et que et que bah ils sont pas si encroutonnés que ça. En plus, je vous disais avec cet agent du MI6 qui débarque un peu comme un cheveu sous la soupe, très embrouillé. Alors, c'est Andrew Scott hein, qui fait ce rôle-là. Très Moriarty, un peu décalé. Mais bon, bah écoutez-vous, alors Cameron Diaz lui résiste, moi j'aurais pas résisté. Après, vous avez Jamie Foxx quand même. Hein, entre les deux, mon cœur balance. Reste qu'il y a une alchimie entre Jamie Foxx et Cameron Diaz qui c'est vraiment bien. Leur scène d'action. Alors que visiblement, d'après les making-of, les machins, ils auraient réalisé quand même pas mal de cascades tous les deux, ensemble. Et puis il y a ce petit côté un peu comique sans le vouloir, en fait. Alors oui, il y a plein d'invraisemblances dans le film. Oui, c'est tiré par les cheveux sur certaines situations, mais c'est un divertissement. C'est-à-dire, vraiment, c'est fait pour être un divertissement efficace, très prévisible. On est d'accord sur la question. Mais franchement, c'est très très drôle. Voilà, c'est fait pour s'amuser. Et je pense que les deux acteurs, ça se voit à l'écran, se sont amusés à faire ça. Vraiment. Et ne serait-ce que juste pour admirer Jamie Foxx et Cameron Diaz et Andrew Scott, bah ça se laisse regarder. Et j'ai trouvé que la dernière scène dans la voiture était vraiment très sympathique, très drôle, aussi très secondaire mais très drôle, qui pourrait d'ailleurs faire un Back to Action 2, parce que, bah, en fait, en gros, ça laisse une porte ouverte aux acteurs qui sont là, de dire, bah, si on mettait le couvert, voilà, ou pas, voilà, mais je pense qu'on leur donne largement le choix. Alors, on va passer à une série, en fait. La série, tout simplement, c'est Wisting, donc, que j'ai vu sur Canal Série. J'ai vu la saison 1, alors je sais, tout le monde a dû voir cette série, mais moi je suis tombée dessus par hasard, mais alors, vraiment le truc par hasard. J'ai vu thriller flic norvégien. Là, je me suis dit, allez, vas-y, en ce moment, t'es un peu dans ta cam, plus que ça. Je suis très pays nordique en ce moment, enfin, je suis souvent pays nordique, faut dire. Mais là, je me suis dit, oh tiens. Et en fait, dans le pitch, c'était vraiment que c'est un inspecteur de police qui est pas si banal que ça, mais qui est lambda, qui est veuf, qui est très minutieux, qui est toujours très incrié, qui vit dans une petite ville qui s'appelle Larvik. Sa fille est journaliste, elle n'est pas très très à droite dans la saison 1, elle travaille toujours dans l'urgence et du coup elle se mêle toujours un peu des enquêtes en part de son père, ce qui fait que quelquefois elle est un peu tête brûlée. Alors c'est un bon petit thriller norvégien, il y a 3 saisons, donc je vais attaquer la deuxième le mois prochain, etc. Parce que j'ai vraiment bien aimé. L'histoire tient la route, il faut savoir que chaque saison est coupée en 2 parties. Il y a 1, 2, 3, 4 épisodes qui sont pour une enquête particulière, qui rebondissent sur une deuxième enquête qui est un peu liée, mais pas vraiment. Donc on peut très bien regarder la fin, enfin la première partie, regarder la deuxième 3 jours après. Les acteurs sont bons, le rythme est vraiment très correct, le suspense est de bonne qualité. Dans cette saison-là, la deuxième saison, enfin la première saison, la deuxième partie était un peu moins intéressante, mais la première partie vraiment est intéressante, de cet agent du FBI qui est d'ailleurs joué par Carrie-Anne Moss, qui revient, d'après ce que j'ai compris dans la deuxième saison, qui va dépêcher sur place avec un de ses collègues, parce que en fait il y a un serial killer américain qui se serait réfugié dans ce coin-là de Norvège et qui a recommencé à tuer. Et donc elle vient pour enquêter, etc. C'est vraiment une première saison qui est assez captivante parce que tous les seconds rôles sont attachants. Les adjoints de William Wisting. Et puis en plus, ils permettent, le scénario n'oublie jamais de développer leur vie personnelle et leurs doutes, ce qui est quand même pas mal parce qu'on s'attache à certains, on se dit tiens celui-là, machin, etc. Les intrigues sont bien construites, les rebondissements sont suffisamment intelligents, alors quelquefois un peu trop précipités, mais bon, ils n'ont pas 50 heures non plus.
Et ça permet en fait de suivre sans vraiment se lasser. C'est-à-dire vous pouvez... Alors moi je l'ai vu en VO, alors je ne maîtrise pas le norvégien, on est bien d'accord sur la question. Mais j'aime bien entendre la langue du pays parce que ça donne des intonations différentes. Moi j'avais adoré Deadwind en sous-titrant en français, mais en finlandais, enfin en finnois. Mais en français c'était beaucoup moins tensif. Enfin il y avait un peu moins de tension entre les deux, alors que c'est le principe de Deadwind. Là c'est pareil, je l'ai écouté en français. C'est un peu plus plat en français, ça fait un peu Colombo, quoi. Je sais pas comment expliquer. Après, la fille du policier est très légère, à tout point de vue d'ailleurs. Mais elle est vachement intéressante, parce qu'on a l'impression... Enfin, moi je pense qu'elle va avoir son rôle à jouer dans les saisons qui suivent. Même si elle est une tête à claque au début, hein, vous avez juste envie de la baffer, la pauvre. Mais bon, après, elle a perdu sa maman il n'y a pas longtemps. Ils se relèvent tous les deux très difficilement de cette histoire. On a compris qu'elle a été un peu aussi ballottée côté amour. Ça n'a pas été top. Donc voilà, il y a toujours ce rôle. Puis elle a ce rôle de tête brûlée aussi. Elle va enquêter sur des trucs où il ne faudra pas qu'elle mette le pied. On est bien d'accord sur la question. Après, je vous dis, grâce à l'évolution psychologique de tous les personnages, y compris les seconds rôles, c'est vachement bien. Voilà, c'est addictif, ça vous donne envie d'aller voir l'épisode après, puis l'épisode après, puis l'épisode d'après. Si vous aimez les polars, les thrillers scandinaves, si vous appréciez tout ce genre d'ambiance un peu lente des fois, bon, il y a des petites faiblesses scénaristiques, mais on s'en fout. Franchement, Wisting est vraiment bien, vraiment très très bien foutu. Je vous dis, j'irai voir la de saison 2 et je vais prendre une canne de tout, donc j'arrête 5 minutes. Vous avez pas entendu mes message, j'ai failli mais crever encore. Oh, j'en ai marre. Bon, bref, ça passe pas. C'est moins pire, comme diraient certaines personnes. C'est moins horrible que cela a été il y a 15 jours, mais alors là, c'est... Bon, bref. Et dernière série, je vous dirai ce que je suis en cours après. Dernière série que j'ai vue sur Disney+, grand pourvoyeur de bonnes séries, comme Apple TV, Paradise. Alors, il faut le dire, non, il faut arrêter, il faut faire la midinette à un moment donné. Quand j'ai vu James Marden, je me suis dit, oh, on y va. Oui, oh bah écoutez, on fait ce qu'on peut déjà. Mais sinon, quand j'ai vu le résumé, je me suis dit, il faut que j'y aille. En fait, on est dans une communauté assez paisible, qui est habitée par de nombreuses personnalités très en vue sur leur planète, les plus éminents scientifiques, ingénieurs, enfin bref, l'élite de la société. Et on va se retrouver en fait dès le début par la mort de leur chef, qui est le président. Et toute l'enquête va avoir des ramifications à tout niveau et ça va faire pas mal de flashbacks. On va s'apercevoir assez vite de quelle est cette communauté et pourquoi elle est là. Alors, on suit dès le début, on est avec Xavier qui est le chef des agents de services secrets en charge de la protection de l'ex-président des États-Unis, qui est donc joué par James Marden. Qui l'a suivi d'ailleurs de son élection de la Maison Blanche à l'époque à cette retraite dorée. Et ce matin-là, en fait, c'est un matin comme tous les autres. Il vient prendre sa garde, il s'étonne que le président ne soit pas encore levé. On lui signale que hier soir, ça a été un peu rock'n'roll. Bon, bref, il monte dans sa chambre et là, il le découvre mort dans un bain de sang. Et immédiatement, il y a quelque chose qui le trouble. Donc il va demander à ses collègues de lui laisser 30 minutes pour regarder, évaluer la situation avant de prévenir les personnes en charge et les supérieurs. Et ses supérieurs à lui. Et en fait, lors de ces 30 minutes, tout devient flou. C'est-à-dire qu'il semble en plus être la dernière personne à l'avoir vu. Il y a une coupure de 2 heures dans les caméras. Il y a plein d'indices qui montrent que le président n'était pas seul, visiblement une femme. Et très vite, en fait, il décide de faire confiance à son adjoint Billy et à une psychiatre qui est Gabriella. Et là, vous vous dites, ah, ça commence pas mal, et paf, flashback. Alors, le flashback vous propulse dans un truc,
Parce qu'en fait, la série repose principalement sur un mystère de pourquoi cette communauté est là. Et on découvre qu'en fait, la communauté a été créée de toutes pièces, sous une montagne, parce qu'il s'est passé quelque chose sur Terre, et visiblement, alors on peut comprendre une catastrophe. Alors on pense pas que c'est nucléaire, mais plus une question de comète qui s'est écrasée sur la gueule, ou enfin un truc comme ça, où en fait des très très riches ont décidé de construire cette base-là. Ils ont recréé artificiellement une ville. Donc vous avez tout ce qu'il faut dans la ville, mais c'est vraiment la ville idéale, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, simplement ils ont rassemblé tous les meilleurs spécialistes du monde dans cet endroit, et des gens importants, etc. Et donc en fait il y a des scènes qui vous montrent que il y a des personnes qui ont eu l'autorisation de venir dans cette ville, et les autres ont été laissés derrière, c'est-à-dire en gros, tu meurs, on s'en fout. Et cette série repose aussi sur le déroulement du meurtre. Oui, parce qu'on a tué quelqu'un quand même, donc on veut quand même savoir. Et surtout sur les relations, les rapports entre le président et ce garde du corps, et les relations entre ce garde du corps et les personnes autour. Parce que très vite on comprend que le président est la clé de la série, parce qu'il est à la fois très sympathique, mais très narquois. Il est très réaliste sur sa fonction et sur le monde, mais il est à la fois pas du tout à sa place. Il se sent pas du tout à sa place. Il a une liaison avec sa chef de la sécurité qui pourrait engendrer de gros problèmes, mais il en a un peu rien à foutre. En fait, ça serait un espèce de JFK moderne avec le trésor de guerre d'un Donald Trump, mais avec un côté moins, on va dire fasciste. Mais voilà, et chaque épisode va se concentrer sur un personnage, ou en tous les cas, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il a fait pour apporter des nuances. Et à chaque fois, il y a des informations sur le contexte de cette mort-là, mais sur le contexte de la communauté, sur le contexte de ce qui se passe dehors, de ce qui aurait pu se passer dehors, sur les rapports entre les gens, leur niveau de connaissance de qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi ici, et comment on peut être manipulé ou pas. Voilà. Honnêtement, il faut dire que Xavier se retrouve à la fois chasseur et chassé à un moment donné, et que les autres ont tous un passé et un passif assez lourd, notamment son copain Billy, mais aussi Gabriella, qui est quand même étrange comme fille, et que le président et une décision qu'il a prise, en fait, a confronté tous ces gens à une question de loyauté, de reproche, parce qu'on sent bien que Xavier aime bien le président, mais qu'il lui reproche quelque chose, et on va le comprendre. Et alors, le dernier épisode, vous êtes au tapis. Hein. Voilà. Alors moi, ça c'est évident. Voilà. Donc, franchement, c'est une très très bonne série, Paradise. Assez hypnotique, d'ailleurs. Il y a des petits trucs qui, vous dites, ah merde, putain, ça c'est facile. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très très bien foutu, parce qu'en fait, à un moment, il vous laisse jamais vous fixer sur une idée. Donc vous vous dites, ah ouais, ça doit être ça, et puis paf, hop, flashback ou découverte de quelque chose, et là, à un moment donné, vous dites, ah ouais, non, ils sont forts quand même, ils sont arrivés à faire un truc fort. Et tous les niveaux sont représentés. C'est-à-dire que du fils du président au père du président, jusqu'à aux enfants de Xavier, jusqu'à le passé de certaines personnes, les petits mensonges ou les petites omissions ou les petits arrangements entre pas amis et ennemis, c'est vraiment bien foutu. Franchement, j'ai beaucoup aimé Paradise, donc écoutez, c'est une série à voir. Voilà. Alors, on va finir par les séries qui sont en cours. Because tête, because cerveau pas bien utile. Prime Target sur Apple Télé. Honnêtement, parce que j'ai vu, et je vais le dire tout de suite, j'y suis allée parce qu'il y avait Sis Babette Gneusen et David Morisset qui étaient au générique, qui parlait d'un chercheur en mathématiques qui se retrouve avec une découverte sur les nombres premiers
dans une cavité qu'on a découvert à Bagdad. Et puis il semble que tout le monde veuille savoir pourquoi, comment, et qu'il y ait un gros secret mondial là-dessus. Au début, c'est un peu des chauves-straps, des théories du complot, machin, mais ça a l'air pas mal du tout. Et en tous les cas, ça part bien. Enfin, pour une fois, c'est déjà pas mal. En cours aussi, Conflict sur Canal+, qui là voit une péninsule au sud de la Finlande, enfin qui appartient à la Finlande, qui voit débarquer des soldats non identifiables, enfin non identifiés plutôt. Et on a l'impression qu'en fait, en gros, c'est une invasion du pays par le sud. Donc la présidente, elle, doit prendre des décisions un peu difficiles. Et sur place, il y avait des militaires en exercice, finlandais, qui vont se retrouver en fait à devoir contrecarrer cette invasion. Sachant que dans cette espèce de grande manœuvre de jeu de dupes, on n'est pas sûr de savoir qui fait quoi et qui est qui. Voilà. Donc franchement, je suis en train de regarder ça et j'ai repéré 3 films et un documentaire. Je sais pas quand je les regarderai, mais je pense en mars, on est bien d'accord. De toute façon, ils sont tous arrivés pratiquement sur Canal. Il y en a un que j'avais vu au cinéma, qui est Civil War de Alex Garland, qui avait été un gros coup de cœur pour moi et je veux absolument revoir pour voir vraiment. J'étais sortie du film avec un coup de poing dans la gueule. Je voudrais aller voir Twisters, qui est un espèce de dérivé de Twister, qui était un gros truc spectacle sur les tornades qui était pas mal. Et j'ai vu qu'il y avait le tableau volé sur cette histoire de tableau de Egon Schiele, non, Egon Schiele, qui réapparaît dans un pavillon de banlieue à Mulhouse. Et voilà, il y a toute l'histoire du commissaire-priseur et qu'est-ce qu'on fait pas. Il a un passé trouble, ce tableau, donc voilà. J'avais voulu aller le voir au cinéma, mais ma salle ne l'avait pas distribué. Enfin, elle avait distribué qu'une semaine et du coup, j'avais pas pu aller le voir, donc je verrai. Et il y a aussi un documentaire que je voudrais voir sur Arte, qui est sur Vincent Lindon. Alors, je suis pas particulièrement fan de Vincent Lindon, mais j'ai vu pas mal de ses films parce que je trouve qu'il est toujours juste. Et puis, il est un peu droit dans ses bottes et ça, j'aime bien. Donc voilà, je serais très intéressée de savoir ce qu'il dit dans ce documentaire, sachant qu'en plus, visiblement, il est face cam. Enfin, face cam. En tous les cas, c'est centré que sur lui et on ne voit que lui pendant peut-être une heure et quart. Donc à voir effectivement ce qu'il en résulte. Voilà, donc là, c'est ce qui va être en cours ou ce que je vais voir. Donc je vous parlerai peut-être de ça au mois de mars. J'en sais rien, ça dépendra si j'ai aimé ou pas. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé, s'il y a des choses que vous avez déjà vues, parmi les séries ou les films dont je vous ai parlé, et parmi celles que je suis en cours, que je vais regarder peut-être. Dites-moi aussi, voilà, je vais pas rester trop longtemps parce que ça commence à s'amenuiser du côté du souffle. Hein. Donc faites attention à vous, merci d'avoir écouté ce vidéo illustrée par les images, hein, comme vous le voyez. On se donne rendez-vous la semaine prochaine qui sera sûrement, si je ne m'abuse, la pile à lire de mars. Et uniquement, je vous le dis tout de suite, donc le point lecture de février arrivera début mars, voire peut-être mi-mars quand même, hein, parce que là il faut. Mais j'espère regagner mes petites forces parce que j'ai un beau programme de lecture en mars. Et ça m'embêterait beaucoup de décaler ou d'annuler certains bouquins parce que franchement, il y a plein de bouquins, tous ces bouquins-là que je viens de mettre dans ma pile à lire de mars me plaisent beaucoup et je veux absolument. Puis en plus, il y a le nouveau Niklas Natt-Högdag et ça, c'est même pas en rêve. Mais même le cerveau posé sur la table, il faudra que je le lise. Hein, donc là. Mais d'ici là, je pense que ça ira mieux. J'espère. Allez, portez-vous bien. Merci d'avoir écouté ce pénible enregistrement. Et puis, écoutez à la semaine prochaine. Ciao, ciao.